Bonjour et bienvenue sur Résistance Historique. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le début de la mini-série consacrée à Hong Kong. Dans ce premier épisode, nous allons traiter de la partie historique de la perte de l'Orient avant de se consacrer à l'aspect géopolitique dans le second épisode. Lorsque l'on s'intéresse à Hong Kong, force est de constater que cette ville, bien que chinoise, se démarque du reste du pays. La ville est cosmopolite avec de nombreux anglophones, ses innombrables buildings et ses bus à l'impériale vous rappelleront davantage Londres ou New York que Pékin, c'est l'une des villes les plus riches du monde. Son PIB comme son PIB par habitant, par rapport au coût de la vie locale, dépasse celui de la Suisse. Hong Kong est l'un des pays les plus libéraux du monde, et aussi l'un des plus inégalitaires. La monnaie de Hong Kong est différente de la monnaie chinoise avec le dollar de Hong Kong. Bref, à l'échelle de l'empire du milieu, cette micro-entité diffère. Dans cette première partie, nous allons comprendre comment Hong Kong a acquis ce statut, qui lui permet encore aujourd'hui une relative autonomie vis-à-vis du pouvoir central. Des vestiges de lieux de sépulture et de sculptures sur pierre témoignent d'une présence humaine dès l'âge de pierre. Les historiens estiment que le territoire est rentré dans le giron de l'Empire chinois sous la dynastie Han, soit entre 202 avant Jésus-Christ et l'an 220. Un nombre croissant de Chinois de l'ethnie Han ont alors colonisé Hong Kong. À partir du 7e siècle, Hong Kong sert de port de ravitaillement pour les bateaux. Les îlots de Hong Kong étaient aussi le repère de pirates chinois. Le territoire actuel compte 260 îles, dont un grand nombre sont inhabitées. Les marchands portugais, néerlandais et français arrivent sur la côte méridionale de la Chine au XVIe siècle. Le Portugal y établit un comptoir à Macao. Au XVIIIe et XIXe siècle, la Chine tente de contenir l'influence des Européens et leur oppose des restrictions. Mais le territoire est intéressant stratégiquement parlant, car il se situe à l'avant de la baie des Perles où se situe Canton, seule ville autorisée à commercer avec les étrangers. Également, le site peut accueillir un port en eau profonde. Ces points forts attisent les convoitises étrangères. À la fin du XVIIe siècle, les Anglais apportent de plus en plus de produits chinois avec l'achat de thé en grande quantité notamment, créant ainsi un déficit de leur balance commerciale, tandis que les Chinois sont peu enclins à acheter des produits étrangers. La Compagnie anglaise des Indes orientales commence à faire des affaires en Chine et exporte de l'opium au mépris de toutes les lois du pays. Le marché de l'opium est fructueux. En l'espace d'un siècle, le nombre de caisses vendues va ainsi passer de 200 en 1729 à 40 000 en 1838, entraînant un rapide développement de la toxicomanie. Environ 2 millions de toxicomanes sont recensés au milieu du XIXe siècle. La Chine décide alors de faire cesser ce commerce en interdisant la vente d'opium aux Chinois, saisissant une vaste quantité des stocks sur place. Ces décisions sont à l'origine d'une escalade qui mènera au siège de la ville de Canton par les Britanniques et à la première guerre de l'opium. Cette guerre est à l'origine de la création de la colonie britannique de Hong Kong. Elle est perdue rapidement par les Chinois, dépassés technologiquement. Afin d'y mettre fin, le traité de Nankin, en 1842, valide un certain nombre de points, dont la continuation du commerce de l'opium, et fait de l'île de Hong Kong une colonie britannique. Il est le premier d'une série de traités inégaux qui vont nourrir un ressentiment aigu à l'égard des Européens. Dès lors, Hong Kong, jusque la zone rurale reculée, prend de l'importance et la population de l'île augmente rapidement, à 30 000 habitants dès 1850. Lors de la rébellion Taiping entre 1851 et 1864, qui secoua la dynastie Qing et qui fut l'une des guerres les plus sanglantes de l'humanité, avec entre 20 et 30 millions de morts, de nombreux réfugiés se rendirent à Hong Kong et la population fut multipliée par 3 en 15 ans, avec 120 000 habitants en 1862. Le district de Kowloon n'est cédé aux Britanniques pour un bail perpétuel que par la Convention de Pékin de 1860, suite à la seconde guerre de l'opium. Au printemps 1894, la peste fait environ 100 000 victimes à Canton. C'est en mai de la même année que la peste éclate dans le quartier chinois surchargé de Taiping Shan de Hong Kong. Au plus fort, l'épidémie tue 100 personnes par jour à Hong Kong. La maladie nuit considérablement au commerce et fait fuir plus de 100 000 Chinois de la colonie. La peste continue d'être un problème dans le territoire pendant les 30 années suivantes, tuant encore 1290 victimes entre 1898 et 1900. Viennent ensuite les nouveaux territoires, obtenus en 1898 par emphytéose, qui est un bail établi pour une durée de plus de 18 ans minimum et de 99 ans maximum. Celui-ci est signé pour la durée maximale, soit un bail de 99 ans. Le port de Hong Kong devient un des premiers ports de commerce du monde. Son trafic passe de 2,9 millions de tonneaux en 1870 à 12 millions en 1903, dépassant Londres, Hambourg, Anvers et New York. Sa large rade, bien abritée dans le chenal qui sépare l'île du continent, est équipée pour recevoir les plus grands navires. Elle sert de port d'abri, de ravitaillement et de réparation, et fournit aussi de la main-d'œuvre.
Hong Kong est surtout un port de transit, même si, en l'absence de douane, le montant exact des échanges est mal connu. Lorsqu'éclate la Première Guerre mondiale en 1914, la crainte d'une attaque possible sur la colonie provoque un exode de 60 000 Chinois. L'industrie se développe, surtout dans les nouveaux territoires, avec les chantiers navals, l'industrie sucrière et rizière, les conserveries, les ateliers textiles et métallurgiques, tandis que la ville insulaire est surtout administrative et commerciale. Avec la forte croissance économique et les bouleversements de la Chine continentale, la population de Hong Kong s'accroît de 385 000 habitants en 1901 à 850 000 en 1931, dont 97% sont chinois. En 1941, le territoire compte 1,6 million d'habitants. Hong Kong est attaqué par le Japon le 8 décembre 1941. La défense tombe le 25 décembre de la même année, date désignée sous le nom de Noël Noir par les habitants de Hong Kong. L'occupation dure jusqu'au 15 août 1945. L'économie de Hong Kong connaît une rupture quasi complète pendant cette période. Sous l'occupation japonaise, la politique monétaire est hyperinflationniste. Le dollar de Hong Kong est interdit et remplacé par le yen des militaires japonais. Une devise sans réserve est mise au fur et à mesure par l'administration de l'armée impériale japonaise. Le rationnement devient la norme dans la vie quotidienne. Vers la fin de la guerre, en 1945, la population de Hong Kong est tombée à 600 000 habitants, moins de la moitié de la population d'avant-guerre. Lors de l'avènement du Parti communiste en 1949 en Chine continentale, la population afflue en masse à Hong Kong. L'afflux de réfugiés fait passer la population des territoires à plus de 4 millions en 1972. Dès 1960, la ville commence à se développer économiquement et l'amène progressivement à devenir l'un des dragons asiatiques. Au départ, c'est le textile, bénéficiant d'un bas coût de la main-d'œuvre. Les produits made in Hong Kong s'exportent dans le monde entier. Puis la ville se développant, elle se spécialise dans la finance et devient une figure de proue des Occidentaux investissant en Asie. C'est de Hong Kong que transite la majorité des biens importés ou exportés en Chine. En 1967, le ressentiment envers les colons nourrit des émeutes. Le mouvement ouvrier, sous l'influence de la révolution culturelle en République populaire de Chine, recourt à la violence. Les émeutes durent pendant les 6 mois suivants. Un célèbre journaliste de radio, Lam Boon, qui critique ouvertement le mouvement, est assassiné. Les agitateurs de gauche recourent aux attaques terroristes en plaçant de vraies et fausses bombes dans Hong Kong et autour de la ville. La perception des Hongkongais envers les communistes devient hautement négative. L'écrasement du mouvement ouvrier entraîne la chute du réseau des communistes de Hong Kong. La coupure de l'eau par la Chine continentale durant les émeutes de 1967 amène le gouvernement à créer le réservoir High Island. Ces événements débouchent sur quelques réformes sociales et politiques. En 1974, le gouverneur Murray MacLeod fonde la commission indépendante contre la corruption, pour lutter contre la corruption donc, notamment au sein de la police. Les pratiques corrompues sont si répandues qu'une pétition réclamant des poursuites rallie un nombre considérable de Hongkongais. La police s'oppose à cette commission dès le début, mais le succès de celle-ci permet à Hong Kong de devenir par la suite l'un des États les moins corrompus du monde. Pendant les années 70, l'éducation subventionnée par le gouvernement passe de 6 ans à 9 ans, et le gouvernement crée un réseau de parcs dans la campagne de Hong Kong. L'ouverture du marché chinois continental et l'augmentation des salaires locaux attirent beaucoup de fabricants vers le nord. Cependant, Hong Kong consolide sa position de centre de commerce et de tourisme important dans la région de l'Asie du Sud-Est. Au niveau social, l'espérance de vie, le taux d'alphabétisation, le revenu par habitant et d'autres indices socio-économiques élevés témoignent du progrès et des réalisations de Hong Kong pendant les 40 dernières années du XXe siècle. Quand la Chine commence à ouvrir son économie sur le monde à la fin des années 1970, Hong Kong en profite à plein, jouant le rôle d'interface entre la puissance régionale en pleine ascension et le reste du monde. Elle investit massivement en Chine, aboutissant à l'émergence de sa région, notamment Shenzhen, passant en 30 ans d'un village de pêcheurs à une mégalopole moderne. Après de longues négociations, y compris entre Deng Xiaoping et la première ministre anglaise Margaret Thatcher, la rétrocession est décidée en 1984. La déclaration sino-britannique stipule que Hong Kong est une région administrative spéciale de la Chine qui conservera ses libertés et son mode de vie pendant 50 ans. En 1997, les Britanniques rendent Hong Kong à la Chine. D'énormes craintes subviennent quant à l'avenir de Hong Kong passant pour giron communiste, mais les communistes, sans doute conscients qu'ils n'avaient pas intérêt d'étouffer cette ville dont ils avaient besoin, adoptent jusqu'en 2047 au moins le principe « un pays, deux systèmes », lui permettant ainsi de conserver sa monnaie, son système légal, ses lois sur l'immigration et son système politique. Un principe adopté également à Macao, bénéficiant lui aussi du même principe, un pays, deux systèmes. Bien que constituée par la force, Hong Kong ne serait ce qu'elle est sans l'influence britannique.
Des siècles de lutte et d'essor ont fait de la région hongkongaise une sorte de cité-état moderne et puissante, sous influence occidentale, chinoise et japonaise. La rétrocession de ces territoires en 1997 mène la perte de l'Orient à faire face à une Chine continentale s'établissant progressivement comme superpuissance et ne pouvant se permettre d'avoir en son sein des territoires si éloignés politiquement du pouvoir central. La seconde partie nous permettra de développer cet aspect pour comprendre les événements s'y déroulant ces 2 dernières décennies. J'espère que cet épisode vous a plu, je vous dis à bientôt sur Résistance Historique.